2016 dont les affiches sont appétissantes. Des surprises ont émaillé la phase des groupes, à savoir l'élimination du Gabon, du Maroc et du Nigeria. Autre suspense, la qualification inattendue de la Guinée. Ils sont au total 32 membres de la CENI qui sont en formation sur le module Braille-Jaxé sur la planification stratégique et financière. Objectif, perfectionner davantage le professionnalisme de ces experts en logistique en matière électorale. La mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions telles que la police, le système judiciaire et le manque d'indépendance des médias, tels sont les facteurs qui seraient à la base du taux élevé de la corruption en RDC selon Transparency International avec un score de 22 comme en 2014. La corruption, un fléau à bannir à tout prix selon un rapport publié par Transparency International. La RDC garde le rang de classement sur la corruption dans le monde, 147e sur 167 pays avec un score de 22. Comme en 2014, cette organisation justifie cette constance par la baisse importante de la corruption, le niveau élevé d'intégrité des personnes au pouvoir et un système judiciaire impartial. Et les principales causes de cette calamité seraient la mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions telles que la police, le système judiciaire et un manque d'indépendance des médias. Rien ne va plus au sein du mouvement social pour le renouveau. Deux ailes de ce parti politique se livrent à une bataille sans merci de la légalité. L'aile proche de la majorité présidentielle a présenté hier l'arrêté ministériel portant enregistrement d'un parti politique dénommé MSR qu'ils pensent être le leur. De leur côté, l'aile proche de l'opposition G7 dénonce cette attitude et demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de retirer cet arrêté. Véritable jeu de ping-pong au sein du mouvement social pour le renouveau. Devant la presse, le secrétaire général de l'aile de ce parti, resté fidèle à la majorité présidentielle, a présenté à l'opinion nationale et internationale l'arrêté ministériel portant enregistrement de l'unique MSR comme parti politique. Il n'y a pas de MSR, il n'y a qu'un seul MSR qui vient de régulariser sa situation juridique en obtenant l'arrêté ministériel 001/2016. Le MNR a décidé de retirer son agrément. Et c'est ce qui du reste nous a conduit à solliciter notre propre agrément. Heureusement d'ailleurs que cette crise est arrivée, nous aurions peut-être continué à travailler sous un arrêté d'emprunt. Ce parti, ou carrément l'aile de cette formation politique fidèle à la MP, appelle ses élus considérés comme égarés de revenir à la raison. Que tous nos collègues, qu'ils sont de part entière membres de ce parti politique, il n'y en a pas deux. Vous allez sans doute vous poser la question de savoir s'ils refusaient, qu'est-ce qu'il va advenir. C'est à ce moment-là que l'on pourra être amené à leur demander de se prononcer publiquement, soit par écrit, pour dire qu'ils ne sont plus membres du MSR. Réponse du berger à la bergère, 16 élus sur la liste MSR ont mercredi fait à leur tour une déclaration pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violations graves des dispositions de la Constitution, des lois et règlements de la République et des statuts du MSR. Demandons résolument au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de retirer purement et simplement cet arrêté qui sème confusion. 2. Demandons au président de l'Assemblée nationale, au regard de la démission délibérée de certains députés nationaux de leur parti, sur la liste duquel ils ont été élus, démission consacrée par la demande d'enregistrement de nouveaux partis politiques, de tirer toutes les conséquences conformément à l'article 110 de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette situation est loin d'être nouveau dans la sphère politique congolaise. Un bref retour au passé nous renseigne le dédoublement du RCD, l'UDPS et récemment du MLC. La liste pourrait donc s'élargir avec le MSR et les autres partis de la MP touchés par la fronde de septembre dernier sous G7.
Au chapitre électoral, 32 logisticiens de la CENI sont à l'école de formation sur le module Braille-Jaxé sur la planification stratégique et financière. C'est donc là une remise à niveau opportune pour les apprenants, organisée par la CENI et ses différents partenaires. L'objectif étant de perfectionner le professionnalisme de ces derniers, ce qui constituera un atout majeur pour la tenue des élections plus crédibles. La République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales et aux multiples défis, au nombre desquels l'organisation des élections crédibles. 2 345 000 km² de superficie, déclinés en 88 000 villages pour 9 000 sites de vote nécessitant 42 000 tonnes de matériel. Une équation résolue à plusieurs reprises par la Commission électorale nationale indépendante. Déterminée sur cette lancée, cette institution d'appel à la démocratie ratisse large dans les séances de remise à niveau. Ce mercredi, 32 logisticiens renforcent leurs capacités à travers un atelier modulaire Bridge sur la planification stratégique et financière. Un choix judicieux des participants pour plus de performances. Le choix des participants est basé sur une approche transversale de manière à promouvoir une harmonisation des procédures depuis la conception des plans opérationnels et financiers de la chaîne logistique jusqu'à leur exécution sur le terrain et la traçabilité du matériel tout au long de la chaîne. La maîtrise de la cartographie opérationnelle par les logisticiens CEP appliquée à la planification stratégique et financière devrait assurer sans nul doute une économie des coûts inhérents au déploiement du matériel. Cet investissement dans la formation qui prône le professionnalisme permet la maximisation de l'opérationnalisation du cycle électoral. Votre responsabilité est maintenant, après avoir assimilé ce que les facilitateurs vont vous apprendre, vous montrer, et de transmettre ces connaissances à votre tour au niveau des antennes sous la responsabilité de certains d'entre vous. La chaîne d'expertise inclut dès sa conception des plans opérationnels et financiers et la supervision de son exécution sur le terrain. Qui veut aller loin, dit-on, ménage sa monture, la CENI y tient en vue d'accomplir sa mission constitutionnelle. La CENI s'est toujours investie dans la formation et le renforcement des capacités. Cela en vue de leur perfectionnement et d'assurer un haut professionnalisme. 4 facilitateurs mettent leur expertise au profit de ces logisticiens. La police nationale congolaise vient d'être dotée d'un équipement anti-émeute. À cette même occasion, a été remis personnellement par le ministre de l'Intérieur au chef de la police. Cet arsenal d'équipements constitué de 5 véhicules, des jets pour neutraliser des manifestants ainsi que des grenades assourdissantes, lacrymogènes et fumigènes. Le ministère de l'Intérieur précise que cet équipement permettra à la police de gérer des foules lors des manifestations publiques sans porter atteinte à la vie des manifestants. La Direction générale des impôts invite les petites entreprises à s'acquitter de l'acompte de l'impôt sur les bénéfices et profits exercice 2015-2016 au plus tard demain, vendredi 29 janvier 2016. L'administration fiscale met en garde contre le retard ou le non-paiement qui expose aux pénalités prévues par la loi. Le directeur urbain des impôts Kinshasa, Issa Selemani, explique. La date limite des dépôts de bordereaux et des paiements de l'acompte de l'impôt sur les bénéfices et profits, exercice comptable 2015, est fixée au plus tard le vendredi 29 janvier 2016. Lorsque la petite entreprise exerce ses activités dans les 2 secteurs, elle procède au cumul de ces 2 chiffres d'affaires. Et sur ces cumuls, elle applique le taux qui est prévu par la loi dans le secteur de sa principale activité, soit 1% lorsqu'il s'agit du secteur des ventes, 2% lorsqu'il s'agit du secteur des prestations de services. Pour le cas d'absence de paiement, la petite entreprise s'expose à une amende de 25% qu'on applique sur le montant de l'acompte non versé, et cela sans préjudice du paiement du montant de l'acompte dû. Lorsqu'il s'agit du cas de retard de paiement,
la petite entreprise s'expose à des pénalités de recouvrement. C'est ainsi que j'en appelle à toutes les petites entreprises qu'elles ne doivent pas attendre le dernier jour pour pouvoir s'acquitter de cette obligation fiscale, puisqu'elles risquent de s'exposer à des sanctions telles que prévues par la loi. Et je voudrais insister sur le fait que ce message n'est qu'un rappel, et c'est une insistance, puisque c'est un message qui est diffusé déjà sur plusieurs chaînes depuis plusieurs jours. C'est pour la toute première fois que la plus grande partie des sommes concernées par cet appel de 25% ira donc à l'éducation des enfants vivant dans des situations urgentes. Et pour cette année, l'UNICEF prévoit d'augmenter de façon considérable le nombre d'enfants qui obtiendront un accès à l'éducation dans des situations urgentes, le faisant passer par ainsi de 4,9 millions de chiffres pour le début 2015 à 8,2 millions pour 2016. À noter que plus de la moitié de cette somme sera affectée pour les enfants syriens vivants. L'éducation s'avère donc inéluctable pour l'épanouissement de tout enfant. Une bonne éducation prend en compte plusieurs facteurs, notamment les infrastructures. Nos reporters se sont rendus dans la commune de Mangafula où les enfants de la contrée parcourent plusieurs kilomètres pour se rendre dans les quelques écoles existantes dans ce coin. Mais encore, les rares qui existent sont dans des conditions peu viables, une véritable corvée pour ces écoliers. Ils ont moins de 12 ans, mais ils marchent plus d'une heure pour arriver à l'école. Ces enfants du quartier Kimwenzagar et Manfoufou de la commune de Mangafula doivent quitter leur habitation à 6 h du matin chaque jour pour se rendre à l'école. Un réel parcours de titans, plus de 4 km de leur résidence, quartier sans fil. J'ai parcouru 3 km pour venir ici. J'ai fait 5 km pour arriver à l'école, en pied. Leurs parents n'ont pas que des problèmes pour payer le transport, mais surtout et d'abord les frais scolaires. Les conséquences sont tout de suite ressenties par l'inconfortabilité de l'école. On est en ville, mais c'est urbano-rural. Nous avons beaucoup de difficultés. Par exemple, nous manquons des documents, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour en avoir afin d'éduquer en bonne et due forme nos enfants. Il y a beaucoup de difficultés pour le paiement des frais scolaires. Des contraintes qui irritent la sensibilité d'un psychologue. Les enfants qui vont très loin, qui parcourent de longues distances pour atteindre l'école, c'est normal, ce sont des enfants qui ne peuvent pas avoir le même rendement que ceux qui sont près de l'école. Parce que parcourir une grande distance, aller à l'école, c'est un facteur vraiment très nuisible au rendement de l'enfant parce qu'il arrive à l'école très fatigué et il peut même perdre l'énergie qu'il a pu emmagasiner à la maison, peut-être avec un petit déjeuner, marcher, il arrive à l'école affamé et pour la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont en retard. Alors, il y a des écoles qui, quand les enfants viennent en retard, on les chasse. Donc, ce sont des enfants qui sont en permanence dans l'école buissonnière. Cette gymnastique quotidienne est un réel facteur qui ne garantit pas la réussite des enfants. D'où le projet 1000 écoles devrait se presser. Clôture hier à Sultani Hotel de l'atelier sur la formulation des stratégies de développement sobre en carbone. Plusieurs recommandations viennent d'être proposées par les experts en environnement, notamment dans les domaines de la gestion des ressources en eau et des déchets dans les grandes agglomérations de la RDC. Constantin Tamboué et Darlene Zouzi pour le reportage. Les participants recommandent une gestion rigoureuse des eaux du bassin du Congo. Avec déjà le code de l'eau promulgué récemment, ils ont insisté sur la mise en place rapide des mesures d'application de cette nouvelle loi pour sécuriser cette ressource et faire bénéficier au pays de tous les avantages qui y sont liés. Nous devons avoir une économie forte. C'est l'économie forte qui nous permettra de sauvegarder l'eau de la RDC. Nous devons être souverains, c'est une matière importante pour notre économie, pour notre population, pour les transports, pour l'hydroélectricité, pour l'irrigation prochaine. Et donc nous devons défendre cette ressource et la donner. À qui nous devons la donner? Suivant nos conditions, pas parce qu'ils viennent nous attaquer par la force, etc., etc. Pour la gestion et le recyclage de déchets,
Les experts appellent à l'adoption d'une loi cadre sur la salubrité pour épargner le sol des grandes agglomérations des immondices qui polluent et détériorent l'environnement. La population prenne en conscience que c'est à eux de changer de comportement et de comprendre que les déchets, ça se gère. Et en se gérant, ça peut produire beaucoup d'argent pour l'économie nationale. Plusieurs autres mesures sont conseillées pour préserver la biodiversité congolaise et lutter contre les effets du changement climatique dans 13 secteurs de la vie nationale, dont l'énergie, les hydrocarbures, aussi l'agriculture sur brûlis, qui est la cause principale de la dégradation des forêts du Grand Congo. En énergie, sachez que la matérialisation du projet Grand Inga nécessite l'implication des opérateurs économiques ainsi que des partenaires en matière. Et au nombre de ces partenaires, on peut citer l'apport de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de ce géant projet qui est d'une importance capitale. Voilà ce qui justifie l'audience accordée au directeur des opérations de la Banque mondiale Zone Afrique centrale par Bruno Kapandji. Écoutons Amadou Moustapha Ndiaye. Il était quand même important de notre part pour avoir cette rencontre, pour faire l'état des lieux sur l'avancement des discussions au sein du gouvernement, pour permettre de communiquer les dernières orientations à la Banque mondiale, ce qui permettra de calibrer l'assistance que nous octroyons au gouvernement. Sur le contenu des discussions, le chargé de mission nous a fait part des différentes rencontres qu'il a eues avec les différents partenaires. Et donc cela nous permettra dans les mois à venir, dans les jours à venir, d'avoir une communication sur les décisions qui découlent de ces différentes rencontres pour permettre de réorienter l'assistance de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet. Et un autre projet dont les travaux ont été lancés mercredi à Béni, c'est celui de la réhabilitation et butinage de l'aéroport de Béni-Mavivi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Réhabilitation dont le coût global des travaux est estimé à plus de 700 000 $ américains. Affirmation des ingénieurs indonésiens qui effectueront les 10 travaux. Et selon les bailleurs de fonds, ces travaux de réhabilitation devraient faciliter les opérations militaires en cours sur place. Eric Asmissi est notre correspondant dans la région. Et c'est parce que Béni est devenu progressivement le siège tactique de la brigade d'intervention de la MONUSCO avec le déploiement des 3000 casques bleus que cet aéroport sera réhabilité en vue d'évacuer les éléments blessés et les transports logistiques. Le commandant de cet aéroport, Césaire Mampoiki, donne la capacité de cette piste. Cette piste a une longueur de 2100 mètres et une largeur de 30 mètres et avec une voie de circulation de 100 mètres en longueur et de 30 mètres en largeur. Un tarmac commercial de 100 x 100 mètres. Pour Jacob Mogeni, chef du bureau de la MONUSCO Béni-Lubero, tout cela vise la paix. Aménager un meilleur aéroport, c'est amener la paix. Parce que lorsqu'il y a besoin de renfort ici dans la zone, cela sera prompt. S'il y a nécessité d'avoir également des engins de guerre pour amener la paix ici dans la zone, cela ne posera pas vraiment problème avec cet aéroport. Et cela d'une manière prompte. Ayant lancé ces travaux, le maire de Béni, président du comité urbain de sécurité, parle d'une ouverture au monde extérieur de sa juridiction. L'importance de cet aéroport n'est pas à démontrer. Si jusqu'à un passé récent, nous ne pouvions recevoir que des moyens porteurs, désormais, il y aura la possibilité de recevoir des gros porteurs avec tout ce que cela donne comme avantage. Une source de travail pour les nombreux chômeurs qui sont au niveau de la ville et du territoire de Béni. De son côté, Gilbert Kamba, le président de la coordination de la société civile de Béni, s'est réjoui du lancement. Bon, je pense que c'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que vous savez que cet aéroport ne peut pas recevoir des gros porteurs et même des avions de transport comme des Airbus A320. Et désormais, tous ces appareils vont atterrir ici. Et donc c'est un plus sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan social. Notons ici dessous que l'aéroport ne sera pas fermé, il sera utilisé en partie à cause des travaux.
C'était le 27 janvier 2016 que Julien Paluku prenait les rênes les commandes de la province du Nord Kivu. 9 ans après, encore à la tête de cette entité, ce dernier a tenu à faire un bilan du travail abattu jusqu'ici. Devant la presse locale, Julien Paluku se dit entamer cette nouvelle saison en se fixant comme objectif, entre autres, de relancer la route Goma-Walikale à Sake dans le territoire de Massissi. Il en a également profité pour appeler ses administrés à cultiver la paix pour une province prospère. En ce 9e anniversaire et début de ses 10 ans au pouvoir, le gouverneur Julien Paluku s'est fixé des priorités pour l'année 2016. La priorité des priorités pour le gouvernement provincial, ça sera l'ouverture de la route Sake-Massissi-Walikale. Pour nous, gouvernement, nous pensons que si nous faisons cette route seule, cette année, elle nous suffit comme réalisation. Et je l'ai dit devant les médias, si à la fin de cette année, je n'ai pas d'autres réalisations, ne me demandez pas. Moi, je crois que si j'arrive avec mon gouvernement à ouvrir la route Sake-Massissi-Walikale, permettre que les gens quittent ici à 6 heures et à midi, ils sont à Walikale, c'est mieux que tout ce que nous pouvons encore faire dans cette province, au-delà de ce que nous avons déjà fait. Parlant des élections en RDC, JPK, sans mâcher les mots, affirme que seul le dialogue décantera les blocages du processus électoral. Alors, quand on est de l'opposition ou de la majorité, on ne doit plus perdre l'essence de la logique pour dire toute élection normale, lorsque les moyens sont mis sur la table, la République démocratique du Congo demande 16 mois. Pourquoi alors les gens continuent à faire croire à l'opinion qu'il y aura élection en novembre? Si toute élection doit prendre 16 mois, et on n'a pas encore rien commencé en fin janvier pendant que je tiens cette conférence. C'est-à-dire, toute proportion faite, il n'y a pas élection alors en novembre. 9 ans au pouvoir, le numéro 1 du Nord Kivu estime que tout n'a pas été rose suite à des conflits récurrents et appelle la population à avoir la culture de la paix et non de division. Chan Rwanda 2016, ça y est, le décor est enfin planté pour les quarts de finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Amavubi du Rwanda se rendent face aux Léopards de la RDC en première affiche et les Lions indomptables du Cameroun vont se mesurer aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ces deux rencontres se joueront ce samedi et de l'autre côté, on va assister à une bataille d'aigles. Les aigles du Carthage se rendent face aux aigles du Mali et les Chipolopolo Boys de la Zambie matcheront le Sili national de la Guinée. Les deux rencontres se joueront le dimanche 31 janvier. Toutes ces rencontres seront à suivre en direct sur les ondes de B1 Télévision. Alors, en attendant la journée de samedi, le sélectionneur congolais tire les leçons de défaite contre les Lions indomptables du Cameroun qui s'étaient joués, je vous le rappelle, en 3e journée du groupe B. Florent Ibenge évoque là un voyage pour Kigali où ils affronteront les Amavubi du Rwanda en quart de finale. Pas d'alternative, si ce n'est que la victoire des léopards locaux de la RDC afin de laver la France subie récemment, a-t-il fait savoir. Je vous propose de le suivre au téléphone de Jean-Louis Kaninda. On n'a pas bien digéré parce qu'on est compétiteur, on a envie de gagner. Bien qu'on ait laissé des joueurs au repos, on était rentré sur le terrain avec la ferme volonté de l'emporter. Et si on ne pouvait pas l'emporter, ne pas perdre. Ce qui nous intéressait, c'était de rester à Houillé. Parce qu'on était sur terrain synthétique, on évitait le voyage, même s'il n'est pas très fatigant. Et ça nous permettait aussi d'avoir un jour supplémentaire de repos pour jouer une demi-finale, au cas où on aurait joué la demi-finale. Là, vous avez vu, on change de surface de jeu. Ça, c'est un élément très important, d'autant que nos joueurs n'ont pas l'habitude de jouer là-dessus, ils n'ont pas les chaussures adaptées. Depuis hier, on est à la recherche d'avoir des chaussures adaptées. Vous avez vu aujourd'hui à l'entraînement, il y a des joueurs qui glissent. Donc voilà, c'est vraiment un mauvais élément pour nous. Et tant pis, qu'advienne que pourra. Pour ce match de samedi, on va rentrer avec la ferme volonté de l'emporter. Il nous reste 3 jours pour trouver les bons appuis.
En tout cas, après la défaite, ils l'étaient. Après la défaite contre le Cameroun, ils étaient déterminés pour passer. Donc voilà, on a perdu déjà 2 fois face au Rwanda. C'est une série, mais toute série doit s'arrêter un beau jour et on compte que ça s'arrête samedi. C'était plutôt une interview réalisée par notre envoyé spécial, Belinda Oudia. Le CHAN Rwanda 2016 a bouclé la phase de poule et maintenant place au quart de finale. Cette compétition a donné des fortunes diverses. L'élimination inattendue des Super Eagles dès les premiers jours reste l'une des grosses surprises de ce CHAN 2016. J'ai envie de croire que la phase des poules du CHAN Rwanda 2016 s'est